Il y a mon voisin qui fait des travaux, il y a mon chat qui se balade là, du coup il y a un moment c'est sûr qu'elle va venir. Et c'est la deuxième fois que j'enregistre cette intro parce que j'ai eu des problèmes d'export. Bonjour Salvatore, pour un épisode qui est déjà all time, hein, évidemment. Aujourd'hui je vais parler de l'Odyssée de Christopher Nolan, réalisateur que j'aime pas beaucoup, étonnamment, pour plusieurs raisons. Premièrement parce que niveau ressenti, en fait, c'est pas un cinéma qui me passionne énormément. C'est-à-dire que je peux y voir beaucoup de qualité, mais en termes esthétiques, je trouve que son style très gris et sa manière d'être toujours très terre à terre vis-à-vis de ce qu'il explore niveau des décors, niveau personnages, niveau de ses situations, je trouve que c'est pas quelque chose qui me fascine beaucoup. Je ressens ça avec The Dark Knight notamment parce que je comprends, je vois qu'il y a des choses très intéressantes dedans, mais je préfère largement le The Batman de Matt Reeves qui arrive, même avec cet univers très réaliste, à donner quelque chose qui est quand même assez gothique euh, vis-à-vis de cette ville qui est Gotham, et arrive à montrer aussi quelque chose autour de cette figure héroïque que moi j'aime beaucoup, et qui arrive aussi à mettre des couleurs. Il y a beaucoup de couleurs dans The Batman. Alors que dans le cinéma de Nolan, en général, c'est ce qui manque, et même dans l'Odyssée. C'est ce qui manque, même si ça peut un peu s'expliquer, mais voilà. Pareil, c'est un tout, en fait. Même même lorsqu'il essaie de renouveler toutes ces structures narratives, notamment dans Oppenheimer, c'est quelque chose que je trouve qui est pas assez abouti, qui perd beaucoup, en fait. Je trouve que c'est très dommage, alors que ici, l'Odyssée, c'est tout plein de tissus narratifs qui à un moment vont se lier pour le troisième acte. Mais je trouve que c'est bien mieux fait que dans Oppenheimer. Et ce qui fait que je considère ce Nolan-là comme son meilleur. De ce que j'ai vu, en tout cas, je n'en ai pas vu énormément non plus. C'est parce que dans l'Odyssée, et pour une fois, je vais parler en bien de Nolan, donc regardez la vidéo jusqu'au bout. Dans l'Odyssée, j'ai l'impression que puisque Nolan adapte sans doute son œuvre préférée, hein, parce que c'est l'Odyssée qui est à l'origine d'Interstellar, d'Inception. C'est vraiment, on sent que c'est l'une de ses œuvres fondatrices. Même dans son rapport avec le temps, il y a beaucoup de jeux là-dessus. On sent qu'avec l'Odyssée, il trouve beaucoup de réponses à son cinéma, notamment dans la manière dont il va filmer ses personnages, mais je vais en parler après. Mais j'avais eu envie de parler de l'Odyssée sous le prisme de l'adaptation. L'adaptation, pour rappeler, c'est prendre une œuvre qui existe déjà pour en faire quelque chose d'autre sur un autre médium. Par exemple, je prends un livre, je vais en faire un film, et je vais, au lieu de le porter mot pour mot au cinéma, ce qui serait quand même très inutile en fait, autant lire le livre, on va plutôt en faire quelque chose d'autre. Il faut que l'œuvre appartienne à nouveau à celui qui l'adapte, quoi. Qu'il en fasse quelque chose qui est à lui, ou qu'il la comprenne assez pour proposer quelque chose de différent et de nouveau. Dans ça, par exemple, une adaptation que j'avais beaucoup aimé récemment, c'était The First Slam Dunk, qui du coup est réadapté par Takehiko Inoue, l'auteur du manga de base, mais qui, au lieu de juste simplement adapter le dernier arc du manga, va plutôt se focaliser sur l'histoire d'un perso qui n'a pas beaucoup été développé dans le manga, mais grâce au film, on peut montrer un nouveau pan de cette histoire et proposer quelque chose à la fois de similaire mais de différent. Et pour le coup, c'est vraiment très réussi, je vous invite à le voir, c'est un super film. Et là, je pense que Nolan avait eu envie de faire ça, mais en tant que réadaptation d'un mythe qui est quand même très connu, mais sous un prisme plus moderne, et ce qui s'observe de tout plein de manières, mais qui va surtout s'observer d'abord par du racisme, oui, parce que tous les racistes d'internet sont tombés sur le film très rapidement, pour deux raisons. C'est parce qu'il y a des acteurs noirs dans le film, alors que on sait qu'il y a eu des personnes africaines, etc., qui étaient présentes dans la Grèce antique. Et Elliot Page, un homme trans, du coup, qui supposément devait jouer Achille, mais non, ne joue pas du tout Achille, il joue Sinon. Déjà, pour revenir sur ça, on emmerde tous les racistes. Le racisme n'est pas une opinion, c'est une idiotie. C'est un argument complètement stupide. Ne soyez pas raciste, s'il vous plaît. Pareil pour la transphobie. Plus largement sur ces personnages-là,
on peut d'abord regretter le fait que, comme tout blockbuster hollywoodien qui se respecte, il n'y a pas d'acteurs qui viennent des régions qui sont montrés dans le film, quoi. Il n'y a pas vraiment d'acteurs grecs, hein. C'est tous des acteurs anglophones, mais on va tomber sur ceux qui n'ont pas la même couleur de peau que les autres, quoi. Alors que par exemple, ça a beaucoup parlé du 3 qui je crois est sorti en 2003, j'adore le jeu de mots, avec Brad Pitt et tout. Les mecs ils sont pas grecs, ça se voit ils sont pas grecs, il y a même des acteurs allemands et tout. Alors pourquoi vous crachez sur des gens juste parce qu'ils sont noirs alors que eux ne méritent pas plus, hein. Voilà, c'est toujours l'argumentaire des racistes qui est assez débile. Du coup, je vais l'évoquer là, mais plus largement, je vais évoquer les acteurs parce que, comme tout le monde qui se respecte, c'est un film avec un casting 5 étoiles. On retrouve Tom Holland, Robert Pattinson, Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya aussi. Mais je trouve que ici, l'utilisation d'un casting pareil est intéressante dans cette volonté d'adaptation, c'est-à-dire que peut-être, je pense que par l'utilisation de ces acteurs ultra connus, il fait un truc que je trouve intéressant, c'est-à-dire qu'il fait de ces visages que nous connaissons tous, qui dans notre inconscient collectif ont une place importante quand même, parce que niveau d'Hollywood, je pense qu'on a tous vu la carrière de Robert Pattinson, je pense qu'on connaît tous Tom Holland Spider-Man, Zendaya pareil, j'ai pas joué Spider-Man mais on la connaît, Anne Hathaway, Matt Damon, voilà, ils ont tous une place dans notre inconscient, c'est des acteurs, on les a déjà vus quelque part, mais ici, ils sont réutilisés pour autre chose. Et ça m'amène à parler du mépris de Godard, qui est une double adaptation de l'Odyssée. Premièrement, il y a le récit en tant que tel que Godard nous raconte, avec le personnage de Brigitte Bardot. C'est un de ses seuls films en plus, enfin de ses seuls bons films du coup, qui jouerait une sorte de Pénélope, qui du coup développerait un mépris au départ d'Ulysse, qui serait incarné par Michel Piccoli, le réalisateur, qui du coup ne peut pas être dans la même voiture que elle et son producteur pour aller à la maison du producteur, et du coup c'est un abandon, comme si Ulysse part, de ce départ vient le mépris. Mais surtout, j'aimerais revenir sur le film que le personnage de Fritz Lang réalise dans le film, qui est une adaptation de l'Odyssée, mais où les premières images qu'on voit de celle-ci, c'est des images de statues grecques, servant à représenter les dieux, notamment Zeus, Poséidon. Et je trouve que déjà dans ce choix-là, pour créer cette fausse adaptation, il y a quelque chose d'intéressant, parce que au lieu de faire incarner ces dieux, on les filme en tant que statues, en tant qu'idoles créées par les hommes, comme les dieux ont émergé, c'est-à-dire que la mythologie grecque a émergé des hommes qui essayaient de comprendre comment la nature fonctionnait et qui remettaient ça sur le pouvoir de Dieu. Et ce qui en découle tous les cultes, etc. Et du coup, au lieu de faire incarner ces éléments-là par des hommes, on décide plutôt de simplement montrer comment ils sont perçus par les humains, c'est-à-dire par les statues. Ce que je trouve très intéressant, même si c'est pas du tout le centre du film, alors que par exemple Ulysse, dans ce film de Fritz Lang, enfin ce faux film du coup de Fritz Lang, est interprété par un acteur lambda je crois. Et là intervient Christopher Nolan et ce nouveau marbre qui est les acteurs, c'est-à-dire que on a face à nous des acteurs hollywoodiens qu'on connaît très bien, on les a vus dans plein de blockbusters, on a du Robert Pattinson, du Tom Holland, du Matt Damon, du Anne Hathaway, et justement ces acteurs-là, ils ont une place dans notre conscient parce que on les a déjà vus autre part, ils ont une part dans notre pop culture qui est quand même assez grosse comparé à d'autres acteurs qui sont beaucoup moins connus. Eux, ils ont joué dans des super productions hollywoodiennes, du coup, ils sont énormément connus du nouveau public. Et justement, je trouve qu'ils peuvent faire office de, comme pour ces dieux-là, de nouveaux marbres sur lesquels Nolan va imprimer cette nouvelle interprétation d'un mythe. C'est-à-dire qu'il va l'interpréter à sa sauce, et c'est ces acteurs-là qui vont servir de pâte sur laquelle il va étaler toute leur nouvelle histoire. Parce que oui, c'est une adaptation, on ne peut pas suivre à la lettre absolument tout ce qui est déjà fait par Homère auparavant. On ne peut pas adapter toute la richesse de l'Odyssée, qui est l'une des œuvres les plus grandes qui ait jamais existé sur cette planète. On peut pas tout mettre dans un film de 3 heures. Surtout tourné avec une caméra qui ne peut faire que des plans de 3 minutes grand max, quoi. C'est pas possible. Du coup, on adapte. L'adapter, c'est prendre ce qu'on a compris et ce qu'on veut remontrer dans cette œuvre-là, par rapport à nous, par rapport à l'auteur.
C'est pour ça qu'on va aussi changer les personnages et leur caractère, malgré qu'on garde quand même beaucoup de choses. L'exemple là-dedans, c'est Ulysse. Et justement, cette scène du Cyclope où il doit dire que son nom, c'est personne. Elle est absente du film, en fait. On ne dit jamais que... Il n'y a jamais cette discussion entre Polyphène et lui, parce que Nolan l'avait dit en interview, c'est compliqué à adapter aujourd'hui, sans être très, entre guillemets, bête dans la manière de le dire, parce que dire I am nobody, ça a été déjà fait, et surtout, est-ce que ça colle au vocabulaire d'aujourd'hui? Je sais pas, peut-être pas. Mais en tout cas, il a quand même gardé la nature même de cette scène, c'est-à-dire que on doit montrer toute la malice d'Ulysse. Le fait que, comme on dit au tout début du film, c'est quelqu'un qui sait faire des pièges. C'est un mec intelligent. D'ailleurs, dans l'Iliade, le peu que j'ai vu de l'Iliade, malheureusement, Homère l'appelle beaucoup divin, parce que justement, cette intelligence-là fait que ça devient quelqu'un de très dangereux. On va le voir avec Troie. Mais du coup, on garde quand même ce trick, ce piège, avec le moment déjà où ils essaient de profiter du moment où le Cyclope ouvre sa caverne pour les faire sortir. Du moment aussi où il crève l'œil du Cyclope pour le rendre aveugle et pour faciliter l'évasion. Et surtout, il va quand même garder ce tour avec le moment où ils vont tous se mettre de la paille sur le corps pour faire semblant d'être des moutons et pour passer plus facilement. Et dans cette scène également, on va garder quelque chose deux choses qui sont importantes. Déjà, c'est cette fierté d'Ulysse vis-à-vis de son statut, de cette prétendue force, avec le moment où il choisit quand même de décocher une flèche, malgré qu'il soit sorti, dans l'œil de Polyphène. Après l'avoir quand même rendu aveugle, c'est juste pour le faire souffrir à ce moment-là. C'est pour se venger, même si c'est pas comme ça qu'on honore ses coéquipiers, c'est pas comme ça qu'on fait, et c'est pas une vengeance saine, quoi. On va le voir aussi après. Et il y a aussi le moment où Polyphène arrive quand même à invoquer Poséidon pour leur jeter une malice. On garde quand même ce centre de scène-là, de ce mythe, où il doit y avoir cette rencontre-là. On l'a fait, on doit avoir la malédiction de Poséidon, mais on le fait d'une autre manière, pour adapté justement à cette ère moderne, à comment aujourd'hui on pourrait raconter une nouvelle fois l'Odyssée. Et justement, cette malédiction de Poséidon, je trouve que Nolan l'a fait très bien, parce qu'au lieu de faire jouer son dieu, de l'incarner, de montrer concrètement qu'il y a une malédiction, même s'il le fera un peu plus tard, mais c'est un point assez inévitable, et c'est tellement avancé dans le récit que ça prend du sens. Mais à la place de montrer effectivement que Poséidon les ont maudits, à la place, il va faire quelque chose de plus intéressant. Il va créer le doute. Dans l'équipage, il y aura toujours ce doute où peut-être qu'il a réellement maudit Poséidon, ou peut-être pas. Mais en tout cas, la mer, elle est pas avec eux, quoi. Mais là, on entre dans cette interprétation de ce qu'il y a, comme les Grecs à l'époque qui interprétaient les choses et disaient que ces choses-là sont dues à la présence de Dieu. On revient sur cette base-là aussi, je trouve. Pareillement, il y a tout le design aussi du Cyclope dont je peux parler, que je trouve très intéressant, puisque pour moi, on revient directement à la caverne de Platon. Mon prof de philo va être très content. Pour ceux qui ne savent pas, la caverne de Platon consiste à dire que nous avons tous une idée des choses, mais nous ne pouvons pas aller voir ces choses-là concrètement. Elles ne peuvent pas exister dans notre monde, seulement nous devons d'essayer de les reproduire. Par exemple, nous avons tous l'idée d'une chaise, mais lorsque nous créons une chaise, lorsqu'on la construisons, nous ne pouvons pas respecter cette idée-là. Nous devons toujours travailler au but d'une vision qui nous est personnelle. On va y revenir après parce que je pense que c'est que ça résumerait bien cette Odyssée de Christopher Nolan du coup. On peut voir cela dans le design de Polyphène, puisque dans notre subconscient, un cyclope, nous savons à quoi ça ressemble. C'est un bouc très grand, avec un seul œil, une seule narine, et qui fait pas dans la tendresse. Et je trouve que Nolan, dans cette approche très réaliste qu'il a, il a su toucher quelque chose. C'est-à-dire que le design du cyclope, on voit que c'est un œil comme le nôtre, mais mis de travers avec une sorte d'arcade qui est là, qui se retrouve ici, qui paraît un petit peu déformé, quoi. On est quasiment dans la vallée de l'étrange, même si on reste quand même sur un cinéma qui est très carré, quoi. On laisse pas beaucoup de place à un spectaculaire qui ne respecte pas ce réel-là, même quand on va montrer Circé qui malait,
qui fait ses cochons du coup quand elle prend l'équipage et qu'elle modifie leurs caractéristiques pour en faire des cochons. Il y a cette approche terre à terre que j'aime beaucoup et qui se retransmet là-dessus. C'est une vision d'auteur que je trouve intéressante et qui se voit à la fois là et aussi par rapport à Circe et par rapport à qu'est-ce qu'elle représente en tant que personnage et pourquoi elle agit de la sorte. Mais ça encore, je tease beaucoup, mais on verra ça après parce que j'ai pas envie de perdre des gens parce qu'ils n'ont pas vu le film. Allez le voir d'ailleurs. Cette représentation-là, elle rejoint quelque chose qui est très simple. Hein. C'est un mythe. C'est une interprétation d'une histoire qu'on se raconte, etc. Il n'y a pas de version fixe de l'histoire. Même avec les récits d'Homère, c'est compliqué de dire si telle chose ou pas vient de lui ou a été rajoutée après. C'est quelque chose qui se transmettait par l'oral, justement. Comme nous montre l'Aède au début. Ce sont des histoires qui sont racontées, qui sont parfois modifiées, mais en tout cas, elles sont racontées, mais en preuves physiques qui vont traverser l'histoire. C'est compliqué d'en trouver, et du coup, grand respect à ceux qui arrivent à retransmettre toute l'Odyssée, déjà en grec ancien, et aussi après dans les traductions, bravo à vous, parce que c'est un travail énorme, vu les deux œuvres, quoi. Et pareillement, dans cette volonté d'adaptation, je trouve que déjà l'un des reproches, c'est que Ulysse regrette Troie. Pour moi, c'est justement là le cœur de l'adaptation de Nolan. Si, il me semble, dans l'Odyssée, il y avait cette sorte de fierté d'Ulysse après la guerre, Nolan, il en fait quelque chose d'autre. Peut-être que y a un regret vis-à-vis de cet événement-là, de cet événement totalement atroce, hein, c'est un génocide. On détruit toute Troie à cause de la colère d'un bouc qui s'appelle Agamemnon. C'est un fou du bus d'ailleurs. Et justement, cette adaptation, elle se fait plus intimement avec l'impact de Troie sur Ulysse. À la place d'en faire un héros, on en fait quelqu'un de très humain en soi, même s'il a ses obsessions, etc. Comme tout humain en fait. Mais ici, on éloigne d'abord le mythe pour ensuite raconter l'humain. Et je trouve que c'est aussi intéressant parce que c'est quelque chose qui va revenir beaucoup de fois. C'est une histoire qui nous a raconté encore une fois l'Odyssée, pardon. Et pour moi, ça rejoint toute l'adaptation. C'est-à-dire que si le film commence avec Travis Scott en tant qu'Aède, qui essaie de raconter une histoire, que Télémaque, le fils d'Ulysse, essaie d'apprendre l'histoire par plusieurs personnes, et qu'Ulysse lui-même, chez Calypso qui est très secondaire, mon grand regret, mais qui essaye de se remémorer l'histoire et qui est du coup obligé de la re-raconter, ça montre quelque chose aussi sur ce qu'est un mythe à la base. Et je pense que c'est là que Nolan touche avec justement cette adaptation de l'Odyssée en tant que grand traumatisme d'Ulysse qui essaie de faire face au fait d'avoir fait des crimes de guerre. Il y a ce pan-là autour de la narration où il reprend ce qui est le mythe. C'est une histoire qui nous a raconté comme Nolan nous la raconte une nouvelle fois, mais d'une manière aussi très différente évidemment. Il peut pas la raconter comme Homer l'a fait, mais on doit s'attendre à ce que ce soit un nouveau conteur qui nous raconte une nouvelle fois. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Parce que la vidéo à laquelle je réponds beaucoup là depuis le début, il citait Proust en disant que choisir c'est renoncer. Moi je vais reciter Proust avec une autre citation venant du Temps retrouvé, d'un volume d'À la recherche du temps perdu. Il disait que par l'art seulement, nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre de cet univers qui n'est pas le même que le nôtre et dont les paysages nous seraient restés aussi inconnus que ceux qu'il peut y avoir dans la lune. En gros, par l'art, nous pouvons voir comment un artiste considère le monde, comment par une seule et même œuvre même, il peut y voir quelque chose de totalement opposé à ce qu'on voit. Et c'est là qu'intervient vraiment le travail d'adaptation, c'est que on prend une œuvre, on l'adapte à soi avant tout, pas en gardant quand même l'idée de l'œuvre parce que il faut quand même cette base, mais on l'adapte à soi. Si on veut montrer nos obsessions à travers cette œuvre-là, on peut. Je pense que Nolan le fait avec cette manière qu'il a de raconter, et surtout avec le mythe d'Ulysse, qui cherche à la fois à rentrer parce qu'il n'a plus que ça dans ce monde, et qui doit comprendre et assumer ce qu'il a fait. Et là intervient le personnage d'Athéna, que beaucoup de gens trouvent ultra secondaire, mais que moi je trouve absolument génial, car comme un Agamemnon dans une certaine mesure, mais c'est un fantôme de guerre. C'est-à-dire que dans une scène, on voit cette fille assassinée à Troie, avec en même temps, en montage alterné, un soldat grec qui décapite une statue d'Athéna en l'occurrence. Et bien Athéna va se jouer de ça, et comme l'accompagnait de Ulysse à la base, elle va la raccompagner, mais en
prenant la forme de cette fille-là qui a été tuée, qui doit lui montrer que qu'il a fait ce qu'il a fait, quoi. Il ne doit pas oublier, et c'est pour ça qu'elle est tout le temps là. Comme il dit à la fin, que toute cette violence se condense en une seule fille, quoi. Et c'est là qu'atteint justement la grandeur de ce film-là, qui est bien, qui est pas un chef-d'œuvre non plus, mais qui est vraiment bien. C'est que de ces anciennes histoires découlent beaucoup de choses, dont ce nouveau monde qui, plusieurs fois nous l'est répété, qui est très dangereux, et dont le mal rôde très souvent, comme s'incarne le personnage de Robert Pattinson, qui est génial aussi. C'est toujours un acteur assez fascinant, surtout dans ses regards. Mais du coup, il incarne ce nouveau monde qui est horrible, qui découle de cette guerre de Troie et de cette nuit atroce où il n'a plus de bonté, il a que du vice, quoi. Et là, réintervient Ulysse dans ce récit, qui doit montrer à nouveau le droit chemin, comme essaie de le faire Télémaque aussi, parce que Télémaque veut reprendre les idées d'un père qui n'est pas là, qui est devenu mythe. Et justement, c'est ce mythe qu'on retrouve à la fin. C'est celui qui est de retour auprès des hommes et qui doit leur donner une sorte de leçon avec toute cette tuerie finale de laquelle il succombe plus ou moins, mais au moins il laisse quelque chose. Il laisse son fils. Pour moi, c'est vraiment dans ce travail d'adaptation là que Nolan réussit concrètement, pour moi, son plus grand film. C'est-à-dire qu'il comprend intimement ce qu'est la bataille de Troie, ce qu'est le voyage d'Ulysse, pour en donner quelque chose de nouveau. Parce que on peut relire l'histoire. C'est une histoire qu'on apprend au collège, ou même si vous l'apprenez pas au collège, plus ou moins vous la connaissez un petit peu. Là, il va essayer de la porter sur notre monde actuel, avec toutes les catastrophes qu'il y a, notamment plusieurs génocides, hein, vous les connaissez. Mais en tout cas, il veut nous montrer ce nouveau monde-là pour essayer de nous faire comprendre quelque chose autour de nos actes et sûrement de nos regrets qui en découleront. Voilà, pour moi, c'est ce travail d'adaptation très moderne là où Nolan fait entièrement sien de ce récit ultra mythique dont il reprend certaines caractéristiques divines pour filmer ses personnages, parce que je trouve que c'est avec ce film là que Nolan trouve sincèrement quelque chose à filmer à travers ces personnages-là, au lieu de juste les montrer au centre du cadre, comme dans Oppenheimer, ce que je regrette un peu, moi. Mais dans l'Odyssée, on les érige en tant qu'idoles, quoi. Comme ces statues grecques dont je parlais plus tôt. C'est pour ça que je considère que ce sont des acteurs qui incarnent un certain nouveau marbre. Et justement, il y a tout le reste du film qui est là pour réhabiliter aujourd'hui ce récit antique, et pour nous montrer qu'il y aurait peut-être un lien avec ce que nous faisons aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça que j'ai quand même beaucoup aimé ce film, étonnamment. Si j'y allais pas avec toute la bonté du monde, il a réussi à m'impressionner là-dessus. Et je pense qu'en tant qu'exemple d'adaptation, surtout d'adaptation de mythes, il peut figurer parmi au moins des trucs vraiment marquants. J'ai en tête aussi le Médée de Pasolini, où on se focalise vraiment sur cette femme et sur les raisons qui lui poussent à tuer à tuer Gosse et Marie, je crois même. Je crois que oui, elle tue surtout ses gosses, mais elle tue peut-être son mari, je sais plus. Mais en tout cas, il réadapte cette histoire-là à sa sauce également. En plus, c'est Pasolini, c'est toujours un réalisateur fascinant à regarder. Même Salo. Vous voyez Salo au moins une fois dans votre vie. C'est important. Mais en tout cas, il y a un héritage d'adaptation très mythique qui s'incarne dans l'Odyssée et qui s'incarne d'une manière très intéressante. Et honnêtement, c'est un blockbuster qui est vachement fascinant sur ce point-là. Même du coup sur ce point où je parlais d'Ulysse qui regrette ses actes et qui regrette cette nuit-là qui s'incarne en Athéna après. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour quand même, parce que même si je pourrais aussi parler du format, j'aimerais bien faire une vidéo à part sur tout ce drama qu'il y a eu autour du format IMAX, de oui, faut le voir en 70 mm. Si vous voyez au cinéma normal, vous voyez pas vraiment, on se fait manger tout un pan de l'image et tout ça. Alors qu'il l'a filmé aussi pour le 70 mm, mais bon, c'est les dramas Twitter, quoi. J'aimerais bien en parler, mais il reste que c'était vraiment l'angle que je voulais attaquer autour de l'Odyssée, de comment Nolan crée une adaptation dans le sens plus moderne de la chose, et comment justement faut arrêter de dire ah mais il retransmet pas toute l'entièreté de l'œuvre. Bah non, il peut pas. Sinon il faut juste redécouvrir l'œuvre ou relire l'Odyssée, quoi. Sinon ça sert à rien d'aller voir un film qui adapte l'Odyssée pour essayer de retrouver parfaitement ce qu'il y a dans le truc de mer. Je pense que si on réadapte comme l'a été l'Odyssée à la base,
Ça donnerait pas un bon film. Ça donnerait peut-être cette même belle histoire, mais ça donnerait pas forcément un bon film. Et il faut voir au-delà de l'œuvre de base pour essayer d'en déterrer quelque chose d'autre. Par exemple, derrière moi là, il y a du Bellatar, Les Harmonies Werkmeister. C'est une adaptation d'un seul chapitre et il le fait de manière très libre aussi. Et aussi en collaboration avec Laszlo Krasnorkai. Je vous conseille de lire les livres de Laszlo Krasnorkai et de surtout voir les films de Bellatar. Mais il le fait à sa manière. Ça reste quand même un film de Bellatar, même si c'était quelqu'un qui travaille beaucoup en groupe. Et je pensais à un autre film, mais j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, mais... Ah si, par exemple, le problème d'adapter trop fidèlement quelque chose, ça donne les live-action Disney qui sont que des redits, quasiment plan par plan, des autres films. Je pense notamment à Vaiana. J'aimerais bien en parler d'ailleurs, parce que c'est un film merdique, mais qui est quand même intéressant à analyser justement sur ce prisme de comment ça se fait que le film d'animation marche quand même à peu près, alors que le live action ne marche pas du tout. Ce qui s'explique justement parce que le film d'animation est en animation et que le film de live action est avec de vrais acteurs, quoi. Ça, je trouve ça intéressant. Ou même par exemple, là j'ai des films de Chris Marker, j'ai notamment La Jetée, qui est une réadaptation de Vertigo, mais il le fait d'une manière tellement différente que ça fait La Jetée, quoi. Ce n'est pas simplement une redite, il y ajoute quelque chose d'autre. Et c'est même peut-être pareil pour tous les films de Marker, mais là, il faudrait au moins 4 heures pour en parler entièrement, parce que c'est un grand cinéaste, c'est mon cinéaste préféré. Et c'est très compliqué d'en parler juste là, comme ça, sur un coup de tête. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que si vous avez des choses à redire là-dessus, si vous voulez pousser le débat, il y a les commentaires pour ça. Soyez respectueux s'il vous plaît. J'ai un peu trash talk les fans de mythologie grecque, au début de la vidéo, mais vous êtes passionnés, c'est bien. Il faut juste faire la différence entre l'histoire en tant qu'elle est comme ça et ce qu'on peut en faire, quoi. S'il vous plaît. Je sais qu'il y a des gens intelligents là-dedans, mais soyez pas véhéments, soyez pas méprisants, s'il vous plaît. Ayez un peu d'amour, s'il vous plaît. Mais voilà, je pense que j'ai quand même dit beaucoup de choses. Je me rendrai compte au montage que j'ai pas dit ça, mais c'est pas grave. C'est pas le but. C'est pas le but de tout dire non plus. C'est quelque chose, comme je l'avais dit dans la vidéo d'introduction, ça doit être un exercice qui est très libre. Et déjà, là, j'ai pris des notes pour ne rien oublier. J'ai pas trop regardé, heureusement. J'ai surtout regardé ma citation de Proust, parce que j'adore Proust. Mais je voulais que ça reste quand même très vivant, et la preuve, là, à part quelques problèmes que j'ai eu à l'enregistrement, parce qu'on peut pas être parfait. Il y a eu mon voisin qui faisait des trucs, le chat n'est pas venu, étonnamment. C'est une dinguerie. Mais voilà, il y a toujours des problèmes, il y aura des problèmes au montage. Là, je crois on est sur du 30 minutes de record. Du coup, il y aura des problèmes, c'est pas grave. Venez sur mon Letterboxd. Pitié. J'ai besoin de cette fame. J'ai besoin de ces abonnés. Pitié, venez. Venez surtout sur Twitter. Je l'avais dit dans la vidéo d'intro, mais je suis hyper actif là-bas. Donc, si vous voulez avoir des nouvelles, si les vidéos vous plaisent, j'espère, et que vous voulez avoir des nouvelles, venez sur Twitter. Je réponds à beaucoup de gens. Pas tous. Ouais, c'est comme d'hab, si vous êtes méchant, je vous répondrai pas. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça me plaît bien de parler de ce film-là et de parler aussi franchement des choses. Et bah voilà, quoi. Bah bisous. Je vous jure, un jour, je parlerai musique et livres. C'est juste que là, j'ai beaucoup de sujets en rapport avec le cinéma. Mais je vous jure, je parlerai de tout plein de trucs autres que cinéma. Je sais que c'est pas pour tout le monde le ciné. Je sais que ce que je dis là, ça peut être assez abstrait, mais j'espère que ça vous a quand même plu. Voilà. Bisous, bisous.